Je passe tout de suite par la personne suivante, qui est un témoin de notre système scolaire plutôt français, mais enfin il ressemble tellement au système belge qu'on peut dire que ils sont à peu près équivalents. Monsieur Peter Gumbel, qui est professeur à Sciences Po à Paris et qui est ancien reporter à Time Magazine. De ce fait, il a beaucoup voyagé et il s'est intéressé aux différents systèmes scolaires en découvrant le système scolaire français. Il a d'ailleurs écrit un livre, On achève bien les écoliers, qui a eu un certain succès, et il va un petit peu nous exposer son point de vue sur les différents systèmes scolaires. Vous avez la pointeuse, oui? Ok, bon. Merci beaucoup. Merci Sophie pour les statistiques extrêmement intéressantes, extrêmement parlantes. Donc, je ne vais pas vous embêter avec trop de statistiques. Simplement, mon sujet ce matin, c'est du bonheur à l'école. Est-ce possible? J'ai choisi ça comme titre. Pourquoi? Parce que dans mon livre, qui est sorti il y a un an, j'ai parlé vers la fin de l'importance du bonheur à l'école. Et les réactions en France, c'était à la fois donc un livre très critique de la culture de la salle de classe en France, et je vais vous expliquer un peu ça ce matin. Donc il y avait beaucoup de réactions assez positives, mais aussi très négatives, mais surtout cette idée du bonheur, c'était extraordinairement difficile à comprendre pour les Français et peut-être pour les francophones ici aussi. Donc parce que il y a quand même dans les têtes l'idée que c'est la souffrance qui est liée à l'apprentissage. Donc il faut souffrir pour apprendre. Et là, j'arrive et je dis, non, c'est faux. Simplement, c'est le contraire. C'est le bonheur, le bien-être, l'épanouissement qui est extrêmement important. Et j'ai constaté à ce moment-là que c'est un sujet qui est un peu tabou en France. Et donc, c'est pour ça que ce matin, j'aimerais vous exposer quelques idées là-dessus. Alors, il faut dire, quand je parle du bonheur, de l'épanouissement, à l'école, il faut définir ça. On ne peut pas simplement dire oui, ok, du bonheur, on met les enfants devant la télé, on est dans des jeux de vidéo, et hop, évidemment, il y a du bonheur, mais ce n'est pas ça à l'école. Donc, il y a deux définitions dans ma tête, du bonheur, de l'épanouissement, du bien-être, donc les mots sont interchangeables, si vous voulez, à l'école. Et la première chose, c'est un sentiment d'appartenance. Un sentiment d'appartenance, un sentiment de communauté. C'est-à-dire que, oui, l'école c'est lourd, oui, c'est compliqué, parfois il y a des devoirs, parfois c'est chiant, parfois les profs sont agaçants, mais néanmoins, je me sens bien, je me sens chez moi, ça fait partie de ma vie. C'est bien d'y être, je découvre des copains, mais aussi je découvre des choses qui sont bien, j'apprends, je progresse, je me sens bien. Donc, la première chose à constater, c'est qu'en France, mais aussi, je crois, en Belgique, dans la Belgique francophone, là, c'est exceptionnel. Vous êtes une exception frappante. Bon, je vous donne ça. Alors ça, merci Sophie et ses collègues. Ça, c'est l'OCDE en 2003, PISA. Donc, on a posé la question. On a posé beaucoup de questions aux élèves de 15 ans. Et parmi les questions, c'était cette idée, le sentiment d'appartenance. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que partout dans le monde, à peu près 80% disent « Yes, ok, l'école, ouf, mais oui, ça fait partie de ma vie. Je me sens bien là, je me sens chez moi. C'est bien. » Sauf... Bon, vous avez compris. Et
malheureusement, je n'ai pas les statistiques pour la Belgique francophone et flamande, mais j'imagine, et je regarde Sophie là, j'imagine que les Flamands sont plutôt à 80%, les francophones sont plutôt à 45%. Alors, donc, première interrogation que j'ai eue, c'est, mais qu'est-ce qu'il y a à cette école? Donc, pourquoi ces pauvres gosses n'ont pas le même sentiment que leurs pères partout dans le monde? Bon, je cherche toujours des réponses. Il y a des réponses. On a vu des slides qu'on vient de voir. Donc, une journée très longue, un programme très lourd, très peu ludique. Ma fille qui a 11 ans, elle passe ses journées en grammaire, c'est les COD, les COI, les COS, les CON. Pas ça, mais bon, voilà. Mais c'est absolument pas ludique. C'est vraiment, on est là, on est assis dans ses rangs, on entend la maîtresse qui explique, et qui explique, et qui explique. Bon, dans le film, c'était très bien, donc on a vu dicter, voilà. Donc, absolument pas ludique, très longue, bon, il y a d'autres facteurs, donc je vais revenir sur ça. Donc en France, j'ai trouvé ça, c'est pas le PISA, c'est pas l'OCDE. Simplement pour vous. Alors, il y a un changement, une évolution très importante. Il y a quelque chose qui arrive, qui est dramatique. Excusez-moi, c'est extrêmement compliqué à comprendre. Mais qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez donc 4 lignes. 2 lignes sont les enfants qui disent ils adorent l'école, ils aiment beaucoup l'école, filles-garçons. Et 2 lignes, filles-garçons, qui disent ils n'aiment pas du tout l'école, ils détestent l'école. Et qu'est-ce qu'on constate là dans le slide? C'est qu'à 11 ans, les filles, donc 40% des filles disent oui, c'est super l'école, machin, voilà. Et à l'âge de 13 ans, c'est pas exactement le même cas, mais les lignes se croisent. Et donc au collège, c'est là où ça se passe. C'est tout d'un coup, primaire, ok, c'était pas mal, c'était même bien, même très bien. Surtout pour les filles, mais aussi pour quelques garçons. Mais du coup, à l'âge de 13 ans, 15 ans, il y a une dégradation, on est dégoûté par l'école. Et donc je travaille depuis un petit moment à Sciences Po, et le directeur de Sciences Po, Richard Decoing, a fait un rapport très intéressant pour le gouvernement français il y a 1 an, 2 ans, 18 mois. C'était sur le lycée. Et un chapitre, alors il a voyagé beaucoup en France, il a visité énormément de lycées, et un chapitre est titulé « Entre l'effroi et l'ennui ». Et je crois que ça résume assez bien vraiment cette atmosphère qui règne à l'école. Bon, alors ça c'est la première définition, donc sentiment d'appartenance, bon, évidemment exceptionnellement mauvaise ici et en France. Deuxième définition pour moi du bonheur, du bien-être. Là, on entre dans la recherche pédagogique, psychologique, et depuis 30 ans, depuis 40 ans, même plus longue, on connaît bien les choses qui marchent, qui sont importantes. Et pour le bien-être, pour le bonheur, pour l'épanouissement, mais aussi pour la réussite, surtout pour la réussite, il y a tout au début, donc tout d'abord la confiance. La confiance qui se définit en plusieurs façons. Donc il y a, bon, ça je reprends les noms donc français, les titres français, mais bon, vous allez voir dans la littérature scientifique, il y a énormément de choses sur ça, la perception de soi. C'est classique, c'est toi, tu lis comment? Tu lis bien, selon toi, ou pas? Donc voilà, c'est facile à mesurer, alors plus facile à mesurer que d'autres, la perception de soi. Il y a aussi la perception de ses capacités personnelles, qui est un peu différente. Donc la perception de soi, c'est la question, tu lis bien ou comment tu lis? Deuxième chose, la perception de ses capacités, c'est plutôt, est-ce que tu serais capable de m'expliquer ce que tu lis sur la boîte, sur la boîte céréales le matin,
il y a plein d'informations scientifiques sur les calories. Est-ce que vous serez capable de m'expliquer ça? Et là, du coup, la question c'est, non, c'est pas est-ce que tu comprends, mais est-ce que tu serais capable d'aller chercher les réponses et aller comprendre? Donc, est-ce que tu peux aller sur Google et taper kilojoule ou les autres choses et après une petite recherche, venir m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Et donc là aussi, c'est une question de confiance, c'est une question de savoir. Alors, je suis fort, je peux comprendre et je peux expliquer. Voilà, c'est aussi la confiance, très importante dans la littérature. Troisième chose qui est un peu plus complexe, qui est l'autorégulation de l'apprentissage. Et ça, c'est la création d'un cercle vertueux. C'est-à-dire que je comprends, je réussis, on me félicite, je prends de la confiance, je m'investis davantage dans la matière parce que c'est bien de réussir, c'est bien de comprendre. Donc je m'investis plus, je progresse encore plus, je réussis encore mieux, je suis encore plus félicité. Donc il y a tout un cercle vertueux à créer qui est basé sur la confiance et aussi la félicitation, la réussite, c'est une notion très importante. Et dernière chose, c'est, bon, tout le monde en parle aujourd'hui, l'apprentissage à vie, c'est quoi? C'est que à peu près la moitié des choses qu'on apprend à l'école sont complètement inutiles pour la vie. Et à peu près la moitié des choses dont on a besoin pour la vie, on n'apprend pas à l'école. Donc, alors, quel est vraiment le rôle de l'école? C'est donner du plaisir, de l'appétit, de motiver, de montrer que c'est bien d'apprendre, que c'est important d'apprendre. Et c'est à l'école que ça se joue, cet appétit. Est-ce qu'on a un appétit là? C'est bien, on va progresser dans sa vie, on va apprendre, on va continuer, parce qu'on voit, c'est bien. Il y a donc des effets positifs, la réussite, c'est super. Mais aussi, à l'école, on peut complètement casser cet appétit, ce plaisir de l'apprentissage. Donc, c'est pour ça que l'école est extrêmement importante. Et je vous donne, bon, c'est pas tout à fait nouveau, hein. Bon, on parle de la recherche depuis 30 ans, mais j'ai trouvé cette citation magnifique: il faut chercher tous les moyens de rendre agréable à l'enfant les choses que vous exigez de lui. Qui a dit ça? Non? Any guess? Non? 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 C'était François Fénelon, il y a 330 ans, dans un livre, L'éducation des filles. Donc, on a compris ça. Ça fait 3 siècles qu'on comprend ça. Mais, néanmoins, en France, en Belgique francophone, on fait le contraire. On fait le contraire. On détruit la confiance et on pointe la faute au lieu d'encourager la réussite. On a vu les slides de Sophie extrêmement parlantes sur le redoublement. Le redoublement est un instrument de torture pédagogique qui est complètement inefficace. On le sait, toute la littérature scientifique le dit, complètement inefficace. Pourquoi? Parce que ça stigmatise, ça démotive. Les enfants, peut-être l'année suivante, vont se mettre à niveau, mais très rapidement, très souvent, ils perdent de nouveau et donc ils sont toujours en retard. Et c'est très intéressant, on peut regarder ceux qui ont redoublé déjà très tôt et quel est le destin donc c'est toujours ceux qui quittent l'école sans diplôme, qui ont des difficultés, qui terminent en chômage. Alors, on décourage très rapidement, on démotive très rapidement. C'est pour ça d'ailleurs qu'au Japon, on ne fait pas. Socialement, c'est impossible de faire redoubler un enfant. Pourquoi? Parce qu'il a ses pairs ou elle a donc sa classe. On ne peut pas simplement dire non, tu ne peux pas rester avec eux, tu es relégué. Ça ne se fait pas. Effectivement, je pense, si vers la fin de l'année,
Donc c'est un expert japonais qui m'a dit ça. Si vers la fin de l'année, vous avez un enfant dans votre classe qui a du mal à suivre, c'est vous, le prof, qui va sacrifier vos vacances d'été pour le mettre à niveau. Bon, c'est peu envisageable en France, mais du coup, ça montre jusqu'à quel point c'est important que tout le monde suit. Donc, culturellement. En France, évidemment, en francophone, en Belgique francophone, c'est qui est pire, hein, dont je découvre aujourd'hui. Donc, un taux de redoublement 1 sur 2, donc déjà, c'est poubelle pour la moitié des enfants. Alors là, du coup, c'est un instrument de torture pédagogique. Il y a un deuxième instrument de torture pédagogique que je constate en France et probablement ici, et c'est un système de notation. Un système de notation qui est complètement néfaste. Alors, sur 20, pourquoi néfaste? Parce que, bon, cette idée, l'échelle sur 20, déjà, 20 sur 20, ouf, ça ne se tombe pas. Je ne sais pas, ici en Belgique, non, ok. Bon, 20 sur 20, extrêmement difficile. J'ai regardé cette année, au bac français, il y avait 650 000 candidats et 38. Donc, 38 ont eu 20 sur 20 au bac. Ça fait 0,005%. Donc, bravo, fantastique. Donc, parce que dans le livre, je dis, c'est impossible d'avoir 20 sur 20 en France. Et j'ai tort, parce qu'il y a 0,5% des élèves qui ont eu 20 sur 20. Donc voilà, sorry, je suis désolé, je suis trompé. Mais 20 sur 20, c'est pour Dieu, 19, c'est pour le prof, 18, c'est pour le pape. Donc un très bon élève, 17, peut-être 16, c'est le maximum. En même temps, 0. C'est facile, c'est fastoche. 0, voilà. Même moins de 0. Mais plus de 20, ça ne se donne pas. Ils ont 25 sur 20, je n'ai jamais entendu ça. Mais moins 5, moins 10. J'ai rencontré l'autre jour un monsieur d'un certain âge qui avait fait son école il y a 30 ans, 40 ans. Il m'a dit, j'ai eu moins 300. Alors ça c'est super, voilà. Alors, il y a un problème, parce que le problème, c'est que aussi, il y a la moyenne, 10. Donc, si on réfléchit à ça, ça veut dire que la moitié des notes sont mauvaises, donc notes d'échec. Sont défaillantes, voilà. La moitié, donc on va dans les autres pays normaux, on trouve des échelles complètement différentes, mais très souvent 1, 2, 3, 5, 4, 5 ou A, B, C, D, E, comme aux États-Unis. Et là, du coup, F aux États-Unis, c'est défaillant. Donc, on a A, B, C, D, E, F, ou A, B, C, D, F, peut-être. Donc, 1 sur 5, 1 sur 6 est défaillant. En France, c'est la moitié. Et en Belgique francophone, c'est la moitié des notes qui sont défaillantes. Voilà, déjà, ouf. Si on utilise cette idée, c'est une courbe gaussienne qu'on crée en France et dans la culture française et francophone. C'est-à-dire que on sélectionne les bons élèves, c'est pour sélectionner. Ça a été créé pour sélectionner vraiment les très bons élèves, mais c'est une sélection par l'échec. Parce que pour avoir la moyenne, il faut avoir les bons, il faut avoir aussi les mauvais. Et donc, tout de suite, on est classé, on est mis dans une échelle qui est dure, parce que c'est la comparaison contre les autres. C'est donc un système de notation qui est un système de notation par sélection, au lieu d'aider les enfants, les élèves eux-mêmes, de progresser, au lieu de montrer les élèves jusqu'à quel point ils sont capables de progresser, de mesurer vraiment ce qui se passe pour chaque élève. Non, on est tout de suite dans une concurrence difficile. Voilà. Donc, c'est décourageant. On le voit, on a vu dans le film. Mais
très rapidement, si on a toujours 5 ou 6 sur 20, c'est toujours tu es nul, tu es nul, tu es nul. En effet, je parle dans mon livre de la culture de nullité dans ce système, dans cette culture francophone. Et le grand problème, c'est que, bon, partout dans le monde, on a compris l'importance du renforcement, du renforcement positif de la motivation. Mais ce système, cette culture avec ces instruments de torture, c'est le contraire, ça décourage. Et c'est pire parce que même les très bons élèves, les très très bons élèves ne sont pas encouragés, ne sont pas félicités d'aller plus loin. Donc on ne dit jamais « bravo, tu as bien fait, super, magnifique ». Non, on dit « oui, c'était 15 sur 20, c'était pas mal, mais tu peux encore mieux faire ». Voilà. Mais on ne peut pas mieux faire parce qu'à 17, c'est difficile. 20 sur 20, c'est impossible. Donc il y a un autre problème qui est le système de notation. C'est quoi? C'est que c'est complètement subjectif dans beaucoup de matières. Donc vous avez un prof de philosophie, vous avez 12 sur 20, oh c'est fort. Vous avez un prof d'anglais, un peu plus généreux, 12 sur 20, c'est mauvais. Donc 12, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans tout ça, je vais rapide parce que je ne veux pas utiliser toute la matinée. Mais en tout cas, la question c'est, bon, stress, pression, encouragement, est-ce que ça change quoi que ce soit à l'école? Donc nous avons vu les deux modèles, la Finlande, Corée, très intéressantes. J'aimerais vous en montrer ça. Donc ça, j'ai pris les mathématiques en 2003. On avait posé des questions très intéressantes sur le niveau de stress des élèves de 15 ans. Et là, il y avait une question là, je suis très tendu quand j'ai un devoir de maths à faire. Et là, la France, extrêmement tendue. Donc la Belgique, je n'ai pas fait la différence entre Belgique francophone et flamande, sorry. Mais la France, extrêmement tendue. Le Japon aussi. Mais on constate la Finlande, les Pays-Bas, pas du tout tendu, ou très peu. Et donc, je voulais voir, est-ce qu'il y a donc entre le stress et la tension et les résultats, est-ce qu'il y a une corrélation ou pas? C'est très intéressant. Donc j'ai mis côte à côté, donc à la fois à gauche le niveau de stress et à droite la performance. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce n'est pas tout à fait parfait, parce que vous avez un pays comme les États-Unis qui sont un peu stressés, mais beaucoup moins que les Français, mais pire que les Français. On a les Japonais qui sont autant stressés que les Français, mais qui sont beaucoup mieux. Nous avons aussi les Italiens qui sont encore moins stressés que les Américains. Et hop, la belle Dolce Vita. Et donc, c'est difficile. Donc, c'est difficile et je crois que ça sera très intéressant. J'espère, je crois qu'il y aura donc énormément de recherches à faire dans ce domaine. Vraiment, la liaison, la relation entre le niveau de stress, le niveau de tension et les résultats de la performance, pour bien expliquer ça. Mais qu'est-ce qu'on peut vraiment dire pour les Européens? C'est évident. Si on a moins de stress, si on est moins stressé, quand même la performance, normalement, est mieux. Donc, évidemment, les deux cas extrêmement parlants sont les Finlandais, les Pays-Bas, mais aussi les Suisses. Voilà. Bon, si on n'encourage pas, quelle est la suite? J'ai pris les trois évaluations de PISA, c'est-à-dire les sciences, les mathématiques et la compréhension de l'écrit. Et j'ai regardé les top performers, donc vous vous souvenez, niveau 5 et 6, quelle est vraiment la situation? Qui sont les tops des tops? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit
oui, les Français, c'est ce système très élitiste. C'est pas terrible quand même. Un système élitiste, on parle énormément de l'importance de l'élite et finalement, c'est une élite extrêmement étroite. La Belgique, voilà, on est mieux quand même. Mais si vous allez plus loin, donc les Australiens, les Canadiens, les Nouveaux-Zélandais, je ne parle même pas de la Finlande, voilà, vous verrez, il y a quand même une élite, les tops des tops, qui est beaucoup plus grande. Et quand je vois ce système, donc je vais montrer ça. Donc ça c'est à peu près le slide que vous avez vu de Sophie. Quand vous voyez les résultats PISA, vous constatez pour la Belgique francophone, vous constatez deux choses, c'est-à-dire que vous voyez un niveau très bas, vous avez une proportion extrêmement importante, donc 1 sur 5, 1 sur 4, qui ont de grands problèmes, gros difficultés. Et si vous allez vers niveau 5, 6 au top, vous voyez une élite qui est assez étroite. Et quand je regarde ça, là, pour moi, c'est le triomphe de 12 sur 20. Parce que vous avez un blocage au milieu, tout le monde au milieu, bloqué là, ils sont OK, assez performants, mais pas super forts par rapport aux autres pays. Donc, par rapport à ça, vous n'avez pas les tops des tops à ce niveau-là des Canadiens et des Australiens. Et pourquoi? Parce que là aussi, je reviens vers cette idée de féliciter la réussite au lieu de pointer la faute en permanence. Parce que là, il faut inciter, il faut encourager, il faut pousser, il faut avoir déjà une échelle de notation qui fait en sorte qu'on est encouragé à atteindre le top. Un A, c'est très important d'avoir un A. Parce que si on a un B, on dit, OK, si je travaille encore plus, je peux peut-être avoir un A. Donc, ça me motive. Si vous dites 15, c'est le maximum, 16, c'est le maximum, vous n'avez vraiment pas l'idée de vouloir progresser. Et donc, évidemment, à l'autre échelle, donc en bas, si vous avez toujours 3, 4, 5 sur 20 ou nul, vous êtes nullissime, vous êtes archi nul, là, on ne progresse jamais. Donc, simplement là, j'ai rapidement fait la même chose que Sophie. Et c'est intéressant entre les deux communautés parce qu'on voit, ça c'est compréhension de l'écrit, c'est mieux en maths, c'est plus parlant. Voilà. Donc, une proportion extrêmement importante qui est extrêmement mauvais, malheureusement. Et ceux qui sont excellents, pas beaucoup. Voilà, même chose là. Donc, je crois que c'est ça très intéressant d'utiliser la Belgique comme laboratoire pour aller comprendre, non mais vraiment pour aller comprendre dans un pays avec deux cultures scolaires, deux langues, mais deux cultures scolaires, clairement, pourquoi il y a de telles différences. Quelles sont les pratiques dans la salle de classe? Parce que dans la politique, le problème, c'est que tout le monde parle des chiffres, la taille des classes, le budget, etc. Mais c'est dans la salle de classe où ça se passe. C'est dans la salle de classe où on a l'appétit et le plaisir et donc de progresser, de réussir, d'apprendre ou pas. Et là, on remonte, c'est le questionnaire de Lafèvre, aussi très intéressant. L'idée, je n'ai pas le chiffre en tête, mais 43% qui n'osent pas demander l'aide à l'enseignant. C'est grotesque. C'est grotesque de ne pas pouvoir oser demander au prof. Mais on ne le fait pas parce que ce n'est pas dans la culture, parce que les profs ne sont pas formés dans la motivation. Ils sont super bien formés dans la matière, qui est bien, mais motivation, psychologie, comment gérer une classe hétérogène, zéro. Donc évidemment, il y a énormément de travail à faire. Et dans la politique, je suis un peu découragé parce que je croyais que cette crise allait alimenter un débat très important sur
ce qui se passe dans la salle de classe. Ce n'est pas encore le cas, mais il faut pousser parce que c'est là où vraiment les changements, les réformes vont être une réussite ou pas, vont réussir ou pas. On peut discuter vaguement la politique éducative, mais si on ne change pas, si on ne regarde pas dans la salle de classe, on ne changera jamais rien. Merci beaucoup.